pas pour ces aménagements, s'il y a des voies qui sont... De proximité, on a toujours été une dizaine, voire une quinzaine d'années en retard sur les pays scandinaves aussi. Je pense que plus on va voir ce type, ou plus ce type d'aménagement-là va être médiatisé, ou surtout avec l'appui d'Internet, je veux dire, ça devient assez facile, plus la population va avoir une autre manière de penser les aménagements, puis une autre manière de vouloir ces aménagements qui sera de mettre pression sur les politiques également. Donc, moi, je pense qu'on va en arriver à ça également, à avoir quelque chose de beaucoup plus écologique comme aménagement de proximité. Mais par rapport à ce que vous disiez, pourquoi est-ce qu'on amène les jeunes à jouer au hockey, puis à vouloir... Ouais, c'est ça. Mais je pense aussi qu'il y a de plus en plus... La politique publique par rapport à la santé publique commence à se transformer de plus en plus. Puis il y a des organismes qui apparaissent comme Québec en forme, qui jouent beaucoup sur cette activité physique-là chez les jeunes, puis la diversité de l'activité physique. On sait que le hockey est c'est pas très démocratique dans le sens où ça coûte de l'argent. Les gens les plus pauvres ne peuvent pas se payer ça. Je sais que moi, quand j'étais jeune, c'est impossible que je m'inscrive à un club de hockey. Tu sais. Donc, il y a encore une fois ce changement de mentalité qui s'amène de plus en plus. C'est lent, mais ça sent bien. Il y a des organismes qui s'en occupent. Il y a des organismes qui sont ancrés dans les écoles pour montrer aux jeunes qu'il y a autre chose que ces activités-là, puis changer leurs habitudes de vie nécessaires dès un jeune âge. Puis nécessairement, en vieillissant, ces jeunes-là vont avoir ces habitudes de vie-là ancrées en eux. Là. Donc, que ce soit pas nécessairement des sites spécifiques, mais que ce soit le fait de se déplacer à vélo ou de marcher jusqu'à l'école. Il n'y a plus personne qui marche jusqu'à l'école. Je veux dire, tout le monde... De toute façon, l'école est une unité concentrationnelle, puis il faut qu'on réponde. Mais exactement. Voilà. Donc, juste changer ces habitudes de vie-là, c'est quand même un immense boulot, mais ça commence à se faire petit à petit, je pense. Il y a une chose qui m'étonne quand même, les gens qui travaillent dans à partir de la faculté d'aménagement, ou des écoles d'architecture, aller jusqu'au métier d'architecte, puis d'urbanisme, d'études. Vous avez quand même, en tout cas, en tant qu'intellectuel, en tant que professionnel, il y a quand même un pouvoir important. Comment ça se fait qu'à chaque fois on applique ce pouvoir-là, on sait bien qu'il faut gagner sa vie, tout ça, mais à quelque part, écoute, si les gens, si l'élite de la société est une élite qui est déjà elle-même, si tu veux, l'élite en termes intellectuels, les élites progressistes sont peut-être mortes. Mais je pense que si vous parlez à un urbaniste ou à un aménageur, je fais pas ça comme métier spécifiquement. Non, mais mais je veux dire, vous parlez à quelqu'un qui est urbaniste ou aménageur, c'est sûr que sa vision des choses est complètement différente de ce qui se fait en ce moment. Le bout du bâton, la décision finale ne lui revient pas nécessairement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en parler de plus en plus. Que proposer des projets qui sont cohérents, intelligents? Alors, les élus qui nous donnent son pouvoir en général, bon, un petit peu upgrader leur cerveau, je sais pas quoi. Non? Oh, clairement. Mais je veux dire, Mais je peux... ça donne trop, hein, mais c'est sûr. Mais je pense que c'est là que le rôle citoyen d'engagement est fondamental parce que, mais il se fait de l'individu jusqu'à la collectivité. On va, et je pense qu'on sera toujours maintenant, c'est pas pour être négatif, mais confronté à des espaces génériques. C'est même plus des espaces modernes. Les espaces modernes avaient encore une certaine idéologie. Ils étaient peut-être universels, ils voulaient réunir la différence. Le système générique, lui, il veut juste faire du capitaux, puis il veut faire du profit. Mais on sera toujours, c'est pour ça que je pense qu'il y a de la qualité architecturale, mais de laisser tout et de croire que l'architecte sera capable nécessairement de créer toujours un environnement idéal. Non, ni un environnement qui peut être propice à l'interaction parce qu'il y a énormément de contraintes dans son processus. Et il sera de toute façon, même s'il était dans les meilleures conditions, il ne sera jamais capable de pouvoir prévoir exactement quel pourrait être ce changement-là, étant donné la mobilité, la façon que la société fonctionne, comment les communautés se déplacent. Donc, ça demande, je pense, à ce niveau-là, c'est pour ça que je trouve que l'engagement citoyen au niveau de l'action est fondamental pour l'espace, pour
tout ce qui s'en vient et puis pour tous les espaces dans lesquels on est confronté, que ce soit, des espaces et des non-lieux, comme on peut les appeler, des aéroports et divers espaces, mais aussi pour pouvoir lui donner une certaine flexibilité, puis pas une flexibilité qui est proposée par l'architecture. Parce que la flexibilité qui est proposée, les architectes aujourd'hui intègrent des éléments, ce qu'on appelle appeler des attributs de flexibilité, mais ces attributs de flexibilité sont souvent de toute façon rapidement déconnectés du désir et des besoins des citoyens, parce que c'est quelque chose qui est prévu souvent 10 ans à l'avance. Même dans le cas des Jeux olympiques, ils ont appelé des adaptive. Ils en avaient appelé, ça c'est mon titre, mais adaptive peut prendre toutes sortes de connotations, mais Adaptive Stadium. Mais l'Adaptive Stadium, encore là, c'était un slogan, parce que dans la réalité, on ne sait pas exactement comment ces éléments d'adaptation pourront vraiment se concrétiser. Donc, en général, c'est pour ça que je pense que je ramène encore à ça, mais on ne peut pas laisser tout ce sort-là et on ne peut pas s'imaginer. Sinon, et c'est pour ça que je pense que les jeux qui offrent cette flexibilité-là avec le temps, et c'est là qu'on ramène, je pense, le concept de la temporalité qui est fondamental, je pense, dans des aménagements, autant sportifs, c'est qu'on puisse les modifier puis agir dessus. Mais je ne sais pas. Oui, oui, oui. Je pense que aussi du côté d'événements comme les Jeux, on a besoin de faire un nouvel aménagement. Si on veut que ça réponde plus tard à un besoin de la population, il faut travailler en partenariat avec les organismes et avec la population également. Le problème, c'est qu'on est restreint dans le temps, on va faire ça rapidement. Puis faire un partenariat pour une concertation, c'est ça que ça prend. Ça prend du temps, ça prend une discussion. Puis, je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Quand même pas se leurrer sur les modalités de prise de décision quant aux enjeux publics. On n'est pas en démocratie. Je veux dire, c'est quand on se met à parler de concertation, puis de délibération, puis de participation, on finit presque par se persuader que au fond c'est possible, il y a qu'à, et ainsi de suite, alors qu'aujourd'hui on est dans un ordre qui est celui de la gouvernance, et même plus celui des politiques publiques. Et la gouvernance, ce que c'est d'établir un ordre du jour quant à un certain nombre d'enjeux entre des acteurs inégaux et trouver un juste milieu entre des acteurs qui n'ont pas le même, qui établissent pas le même rapport de force. Donc du coup, le juste milieu entre des acteurs injustes est un injuste milieu. Bien entendu que si on délibère publiquement sur un projet, par exemple, effectivement, des Jeux olympiques, ou comme ça a été le cas à Vancouver, même, ce serait un exemple intéressant. Et qu'on a face à soi une grande entreprise dans le bâtiment, ou SNC-Lavalin, ou ainsi de suite, la petite ONG de quartier ne fait pas le poids, puis même les élus ne font pas le poids. On le voit, la ville de Montréal elle continue de signer des contrats avec des entreprises qu'elle a placées sur sa liste noire. Donc il y a toute cette question effectivement des enjeux publics. Les autres entreprises n'ont pas les capacités de réaliser le mouvement en question. Oui, mais il n'y a pas de... Regarde juste un bâtiment comme le 2M2, quartier de spectacle, quelque part, quand c'est une société comme Angus, qui est une société, un OBNL, qui développe des quartiers complets et qui développe des buildings de cette nature et puis qui développe des places de cette nature, tu dis un détournement de ce que c'est une OBNL aussi, hein? Puis on ne s'étonne pas que celui qui dirige ça aussi, c'est M. Lamar, qu'on connaît. Alors, tu sais, c'est quand même assez étonnant de voir comment il y a une espèce de détournement tout le temps, des pouvoirs en place par rapport même à la possibilité des gens de s'exprimer sur quelque chose et une récupération. Aujourd'hui, on fait de la consultation comme on n'en a jamais fait, mais elle est tout le temps pour l'approbation de ce qu'on veut nous avoir, et non pas de ce que la population veut. Mais ils se font déjouer des fois, parce que c'est très difficile d'imposer, de faire des impositions sur les matériels, et ces éléments-là se déplacent tellement
qu'ils peuvent facilement aussi perdre. Et on le sait parce que de toute façon, on voit des échecs après des échecs. C'est pas pour rien qu'on voit des villes fantômes apparaître dans divers pays. C'est parce qu'ils sont incapables de prévoir non plus tout. Et comme je le disais tantôt, qui sait qu'il y aura encore des spectacles ou des quartiers de spectacles avec des festivals dans le quartier de spectacle dans 10 ans, 15 ans? On ne le sait pas. Il y a tellement une formation fluide qui se crée ailleurs, où l'énergie se transmet ailleurs, que ce sera peut-être, et c'est peut-être là que ça va devenir intéressant aussi, c'est quand le quartier de spectacle va atteindre aussi, va prendre ces épaisseurs-là, où plusieurs de ces bâtiments seront plus ou moins délaissés et que là, on pourra se les réapproprier d'une autre façon. Très intéressant. Juste une parenthèse, oui. on n'arrive même plus à concevoir qu'on organise du sport au stade olympique. C'est vraiment épisodique. C'est vraiment intéressant comme exemple. Ah oui, dans le stade olympique. À Montréal? Oui, c'est ça, oui. C'est Avec les activités qui... Imagine à peine. Mais ce qui peut être intéressant, c'est la réappropriation, par exemple, des centres d'achat. Ce qu'ils font pour le c'est ça. C'est là qui est intéressant. C'est comme quand j'ai rapporté sur un peu le concept de Michael Hart sur l'ambivalence par rapport au domaine public ou privé. C'est pas pour rien. Un terrain vacant, c'est un espace privé. C'est un lieu privé. Je veux dire, le terrain est privé, mais ce qui en fait quelque chose où les gens se créent un imaginaire, où il y a un certain potentiel, c'est parce que c'est un espace qui est ouvert à une forme d'appropriation, une forme d'inflexion, une forme de... Et c'est même le cas, en fait, plus dans certains bâtiments, même privés, par rapport à des places publiques. Il y a même le centre Pepsi, je peux vous donner des exemples, qui sont dans une précarité totale et qui laissent les jeunes faire du skate, qui laissent les jeunes faire certaines choses qui sont même plus possibles. Parce que moi, en tout cas, j'ai fait plusieurs entrevues avec eux qui me disaient que ce n'était pas possible dans le Square Cabot, dans l'espace public qui se trouvait en face à l'extérieur. Donc, je pense que c'est cet élément-là, des fois, de précarité ou d'éléments où, finalement, on dépend de l'autre pour pouvoir... je pense que c'est ce qu'on appelait aussi la maintenance créative, là, ce qu'on appelle creative maintenance, c'est que l'élément pour survivre, il doit dépendre d'une participation. C'est que dans des cas dans lesquels on a ville, c'est que tout est déjà pensé et tout est déjà entretenu pour nous. Les tables de pique-nique qu'on a pu mettre avec Cine, les éléments que j'avais transposés autour du site olympique exigent une certaine participation. Soit on les détruit, puisque c'est certainement le cas, qui a été le cas, mais on peut aussi, on peut y aller dans les deux sens, si on veut, ou dans l'entre-deux, mais ça demande quand même une participation. Et dans la ville, actuellement, autant qu'à Montréal, c'est que... un exemple parmi d'autres, on ne nous demande rien. Finalement, on n'a aucune forme de décision entre nous en termes de collectivité et en termes de groupe par rapport à l'existence de tel élément. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a des aménagements alternatifs ou d'autres qui se créent. C'est pour répondre un peu à ce désir-là de participation. Puis qu'on ne dit même pas, parce que le système macro, comme une municipalité, qu'on peut entendre comme Montréal, ne prend pas en considération nécessairement ces sensibilités-là qui se trouvent. C'est très rare qu'on fasse nécessairement des commentaires positifs sur l'école bleue et toutes les actions qu'ils font souvent secrètement, qui sont positifs par rapport à un aménagement, en fait. Mais ça, ces choses-là sont évidemment un peu parce que c'est par rapport à la machine, ou qu'elle soit la machine sportive ou la machine municipale, c'est des éléments qu'on ne veut pas nécessairement prendre en considération parce qu'ils, soi-disant, complexifient l'engrenage ou vont carrément à l'encontre des corporations qui contrôlent ces municipalités-là. Ouais.